Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Benoît Helix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député écolo après avoir été longtemps sénateur. Ce moratoire sur le survol de Bruxelles, ce moratoire sur le plan Watley, c'est une bonne nouvelle ou pas? Une excellente nouvelle, une victoire pour les Bruxellois et une victoire pour Evelyne Uyttebroeck, qui a porté cette action en justice contre le plan Watley et qui a abouti à cette décision de justice, qui a forcé du coup les coalisés kamikazes à choisir la seule solution temporaire possible, à savoir arrêter de survoler ces centaines de milliers de Bruxellois qui ne pouvaient tout simplement plus dormir ou ne supportaient plus ces nuisances, évidemment. Mais c'est une solution temporaire. Oui, le moratoire, c'est temporaire. Il y a encore des gens qui sont survolés au canal, il y a encore des gens qui sont survolés dans l'Est et de Bruxelles et sa périphérie, et il faut trouver des solutions durables. Mais en attendant, au moins, on ne survole plus ces zones, on ne survolera peut-être plus ces zones densément peuplées, ce qui est un non-sens. Qu'est-ce que vous dites aux riverains de l'Est de Bruxelles, ceux qui habitent Crainay, Mozambique, mais aussi Woluwe-Saint-Pierre, qui vont être davantage survolés? Ils ont perdu la bataille, ceux-là? Ils ont perdu cette bataille-ci, mais il ne faut pas opposer les Bruxellois et la périphérie les uns contre les autres. Il faut trouver des solutions durables. Mais est-ce que la solution était d'enlever une partie des nuisances fortes, insupportables de l'Austrane pour les amener dans le centre de Bruxelles? Non. La solution, ce sont des solutions structurelles, desquelles les coalisés kamikazes ne parlent absolument pas, comme par exemple l'allongement de la nuit à 7 h du matin, l'allongement des pistes qui permettrait de survoler moins, décoller plus vite, voilà, et évidemment des solutions qui sont concertées avec les régions, qui, par exemple, comme à Bruxelles, émettent les normes de bruit. Ouais, vous nous dites que c'est un bon accord, vous prenez exactement le contre-pied du CDH, notamment de Benoît Serex, qui dit que c'est un mauvais accord pour Bruxelles, parce que justement, il n'y a pas de solution structurelle, parce que justement, on va remettre des nuisances ailleurs, et parce que il y aura probablement de nouveaux recours, et que le plan initial, celui d'avant du plan Watley, a déjà été condamné par la justice. Est-ce qu'il va tenir la route longtemps? Alors, le CDH essaie de s'emberlificoter dans ses difficultés, le CDH a foutu le boxon dans le ciel bruxellois, et maintenant essaye de s'auto-justifier après. Et donc, M. Serex, qu'il essaye un peu de faire autre chose que d'essayer de se justifier. Est-ce que M. Watley n'a pas répondu à des décisions de justice qui condamnaient la répartition précédente? C'était le plan Ancio. Ce n'était pas le plan Watley. Et donc, la décision de justice, elle concerne une décision antérieure qui n'a rien à voir avec le plan Watley. Je comprends bien que le CDH veuille faire de la fumée autour de ce dossier, mais il a foutu le boxon dans le ciel bruxellois et maintenant, il en paye les pots cassés. Et donc, la solution, pour répondre à votre première question, la solution du moratoire est évidemment temporaire et ne peut être que temporaire. Ouais. On essaie d'éviter de survoler 450 000 Bruxellois. Dans l'accord, il n'y a pas de piste de négociation pour la suite? Sauf une chose particulièrement inquiétante, c'est la piste 07, c'est-à-dire l'usage plus nombreux, plus important de la piste 07 qui ferait... Donc la piste 07, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui permettent de survoler Bruxelles ensuite. Voilà, qui survolerait Bruxelles plutôt alors d'est en ouest complètement. Et là, ça peut poser évidemment d'énormes problèmes. Ce n'est pas une solution structurelle. Les seules solutions structurelles, donc on va avoir un système de guidage automatisé qui permettra d'atterrir ou de décoller, y compris par temps de brouillard. Et c'est un des problèmes essentiels, c'est qu'il faut essayer de diminuer la capacité de l'aéroport de Bruxelles National pour diminuer du coup les nuances. Ça, c'est le discours d'écolo qui n'a jamais trouvé d'écho, notamment chez les partis flamands. Pour la Flandre, l'aéroport de Bruxelles, c'est un enjeu économique. Est-ce que vous pouvez, à un moment ou à un autre, faire entendre ce discours-là à l'opinion publique néerlandophone? Écoutez, en tout cas, écolo a joué, via Evelyne Uyttebroeck, quand elle était ministre de l'Environnement, le jeu de la concertation. Et quand les intérêts des Bruxellois étaient massivement mis en cause, elle a gagné en justice. Et donc, si on ne peut pas se faire entendre par la concertation, Écolo n'a pas hésité à utiliser le bras judiciaire pour faire respecter les Bruxellois, leur santé et leurs intérêts. Donc c'est un peu une victoire pour vous, si j'ai bien compris. Pour Evelyne Uyttebroeck en particulier. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes maintenant dans l'opposition en région bruxelloise. Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement bruxellois de faire? Surtout pas d'attaquer la nouvelle décision, parce qu'elle est bonne, si j'ai bien compris. Mais de faire en sorte que si elle n'est pas mise en œuvre dans les 3 mois de la décision de justice, la région bruxelloise actionne les astreintes comme un moyen de pouvoir pousser à la négociation. Parce qu'il n'y aura pas de solution durable, celle dont on a parlé, l'allongement de la piste la nuit, si les régions concernées, la région bruxelloise au premier chef, n'est pas autour de la table pour négocier ces grands accords généraux qui pourra faire en sorte que Bruxelles nationale reste, mais dans des conditions supportables, environnementales, sociales et de santé. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du RER? Plutôt. Ouais. Et ce qui est... Je vous pose cette question parce qu'on a appris hier dans la presse qu'il y avait un petit dérapage budgétaire. Quand je dis un petit dérapage budgétaire, c'est qu'on passe de 1,6 milliard à 2,5 milliards pour le coût total. C'est quand même une fameuse augmentation. On va pouvoir le payer ou pas, ce RER? Il faut le payer et le plus vite possible. Pourquoi? Parce que plus on attend dans la création de ce RER,
plus on attend, plus ça va coûter cher dans les années qui viennent. 1 000 euros décidés en 2004, ça fait 1 400 euros en 2014. Ça, c'est juste le jeu de l'inflation. Voilà. Et si aujourd'hui, si en 2004, les travaux décidés avaient été mis en œuvre, on aurait non seulement déjà une partie du RER fonctionnant et pourrait donc du coup désengorger les voitures dans Bruxelles. Et deuxièmement, on n'aurait pas ce dérapage budgétaire. Est-ce qu'on a les moyens de payer ces travaux? C'est ça aussi la question. C'est Infrabel qui doit le faire. Infrabel est déjà endetté, doit se surendetter. En tout cas, il faut trouver une solution. On discutera à la Chambre, quand on entendra le futur ministre en charge de la mobilité, de comment on peut faire en sorte de mettre en œuvre rapidement ce chantier qui, depuis 15 ans, fonctionne mal à cause de problèmes de gestion de la SNCB et de ceux qui en avaient la tutelle jusqu'alors. Mais en attendant, il faut mettre en œuvre ce RER le plus rapidement possible parce que pour toute décision environnementale, plus on attend, plus ça coûte cher au final. C'est comme pour les changements climatiques. Autant avoir un choix, le RER, plutôt que de subir les voitures et les embouteillages. Vous qui êtes député, qui au sein de la commission infrastructure allez donc suivre ce genre de travaux, est-ce qu'il y a une disproportion entre les investissements en Flandre, on dit que le RER flamand il existe quasiment déjà, et les investissements vers la Wallonie, où le RER n'est encore nulle part, on est encore dans les études d'incidence et quelques menus travaux qui ont commencé? C'est toujours le problème de la clé de répartition. Et on sait bien que le 60-40, 60 en Flandre, 40 en Wallonie, Bruxelles hors clé, est problématique. Moi, ce qui m'intéresse, principalement pour les Bruxellois, c'est que les investissements de la SNCB ne soient pas des investissements qui soient faits uniquement pour amener des gens dans Bruxelles le plus rapidement possible, mais qui puissent aussi servir à faire en sorte que les Bruxellois puissent, dans Bruxelles, se déplacer rapidement. Quand Charles Piquet, qui est à votre place hier, sur le même fauteuil, a dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que le RER, il s'arrête dans des gares à l'intérieur de Bruxelles », il a raison. Quand Céline Delforge, députée bruxelloise écolo, propose depuis 10 ans le réseau express bruxellois, c'est exactement ce qu'elle propose, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, la ligne 26, qui traverse Bruxelles de sud au nord, ils vont supprimer, la SNCB, dans son plan de transport, va supprimer un train par heure. Ça va totalement à l'inverse de ce que ce sera le RER et de ce que est le REB, le réseau express bruxellois, que les écologistes et les écolos et Groen appellent de leur vœu. Prolonger le nucléaire, ce serait une mauvaise idée? C'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, le gouvernement suédois n'a pas pris une bonne décision. La future coalition Mais vous savez, qu'on appelle suédoise. Ce qui est frappant dans ce dossier nucléaire, c'est que les centrales qui ont fermé ne l'ont pas été en vertu de la loi de sortie du nucléaire votée en 2003 par l'Arc-en-Ciel. Avec Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'énergie à l'époque. Heureusement qu'il était là. Pourquoi les réacteurs qui ont fermé maintenant, c'est pour des raisons de sécurité. Donc Tihange 2, d'où le 3. Voilà. Et d'où le 4, pour des raisons d'attentat. Enfin, on présume, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il y a eu une difficulté de sécurité par rapport à ça. Les réacteurs qui devaient fermer en 2015 n'étaient pas ceux-là. C'était Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Tihange 1 qui a été prolongé. Mais donc, aucun des réacteurs qui devaient normalement fermer en 2014 n'a été fermé. Vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas de la faute de la loi votée par les écologistes. C'est de la faute du nucléaire. Ouais. Le nucléaire est une énergie dangereuse qui n'est pas fiable. Et c'est ce que les événements récents ont démontré. Le nucléaire n'est pas fiable. Quand vous avez une fuite d'huile au pied d'une éolienne, vous n'arrêtez pas votre éolienne. Quand vous avez une fuite d'huile au pied d'un réacteur, vous devez arrêter tout le réacteur et donc poser des problèmes d'approvisionnement tels qu'on le voit aujourd'hui en Belgique. Ouais, mais est-ce qu'on peut se passer du nucléaire? On voit bien aujourd'hui, avec 2 centrales à l'arrêt, qu'on est en déficit et qu'on va non seulement devoir importer l'électricité, mais qu'on pense même à des plans de délestage et à des scénarios pour éviter le fameux blackout, c'est-à-dire l'effondrement du réseau. Et l'effondrement du réseau, c'est le nucléaire qui en est responsable. On était censé avoir des réacteurs jusqu'en 2025 qui sont déjà à l'arrêt. Et nous, on ne dit pas autre chose que arrêter le nucléaire progressivement. Mais on se rend compte qu'on croyait que c'était plus ou moins fiable, mais ça ne l'est pas du tout. Et donc la solution, de cette menace, faisons une opportunité et investissons massivement, comme les régions l'ont fait, la région bruxelloise, la région wallonne, dans les énergies renouvelables. Donc l'éolien, le photovoltaïque. Oui, mais aussi la cogénération, faire de l'énergie électrique avec de la chaleur, aussi la biomasse et d'autres solutions. C'est une myriade de solutions qui existent, mais ce qui, c'est vrai, ne rapporterait peut-être pas autant d'argent à Electrabel. C'est ça le problème? Évidemment. Évidemment, Electrabel est le problème. C'est eux qui sont responsables. Ils veulent maximiser leurs profits en prenant le moindre de risques possible. Regardez, la prolongation de Tihange 1, c'est 600 millions d'euros d'investis. Investissez ces 600 millions dans l'efficacité énergétique. C'est-à-dire quoi? L'isolation des bâtiments. C'est autant d'éléments qui pourraient aider les Bruxellois, les Wallons et les Flamands à consommer moins et donc du coup
se rendre plus indépendant par rapport au nucléaire. Donc si la future coalition qu'on dit suédoise, veut prolonger le loi de sortie, l'utilisation des centrales nucléaires, vous voterez contre? Évidemment. Ouais. J'ai une question Twitter pour vous. Philippe Scoupen, le virage de gauche. Attends, j'ai plusieurs questions de Philippe Scoupen, je vais essayer de retrouver la bonne. Non, c'est une question de Phineas Barnum. Quel est le bilan de Nollet pour Écolo? Donc, Jean-Marc Nollet a dû gérer un dossier, le photovoltaïque, puisque c'est celui que Phineas Barnum cite, je présume, qui est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que les décisions qu'il a dû prendre, c'est-à-dire diminuer la quantité d'intervention des pouvoirs publics et des citoyens dans les certificats verts, avaient été prises par son prédécesseur, CDH. Et donc, c'est ça qu'il a dû gérer. Et il n'y avait pas de bonne solution. Il n'y avait pas de bonne solution et il a choisi, au nom de l'intérêt général, de faire en sorte que les personnes qui avaient investi dans ces panneaux photovoltaïques puissent bénéficier toujours de certificats verts, mais en bénéficier dans des proportions moindres que celles qu'ils avaient. Pourquoi est-ce que ça a fait tant de bruit alors? Et pourquoi est-ce que c'est si négatif pour l'image d'écolo? Mais je pense que c'est très mauvais quand un écologiste apparaît comme celui qui ne promeut pas l'énergie verte, évidemment. Et donc c'était la difficulté à laquelle Écolo et Jean-Marc Nollet ont été confrontés. Ils ont géré, et puis vous allez voir, dans les mois et les années qui viennent, on va avoir une relecture de ce dossier, on va se rendre compte que c'était la bonne décision à prendre, et que par rapport à d'autres sources d'énergie, comme l'énergie nucléaire ou le gaz, parce que le gaz qui est brûlé en Europe, en Belgique pas, mais en Europe, est un gaz russe, ce qui pose des questions environnementales, mais aussi des questions géopolitiques. C'est problème de la bulle photovoltaïque, c'est peanuts par rapport à ces enjeux. On a parlé de nuisances sonores, départ de l'aéroport, dossier autrefois géré par Isabelle Durand, RER, elle a géré la SNCB. On a parlé de nucléaire, Olivier Deleuze, père de la sortie nucléaire. On vient de parler photovoltaïque. Vous n'avez pas le sentiment que là où les écologistes passent, il y a toujours un héritage qui est difficile à assumer derrière, ou en tout cas que d'autres essayent de déconstruire, et ce n'est pas des héritages évidents? Ces dossiers démontrent que l'écologie politique est au cœur de l'actualité et des enjeux de ce monde, de maintenant et de ce siècle, c'est tout. Je veux dire, toutes ces questions-là, ce sont des questions que Écolo a amenées en gérant ou en proposant dans l'espace politique. Ce qui est bien la preuve qu'on est-ce qu'on essaie de défaire ce que vous faites? Systématiquement, forcément. Nous, on défend l'intérêt général, on ne défend pas l'intérêt particulier. Quand on arrive au gouvernement, on n'essaie pas de dire on va essayer de maximiser les profits d'Electrabel ou d'autres. Vous étiez sénateur, vous êtes député, la direction du parti, ça vous intéresse? J'étais candidat en 2012. Avec Muriel Jerkens. Avec Muriel Jerkens, au terme d'un débat très positif au sein du parti. Il y a de nouvelles élections l'année prochaine, est-ce que vous serez candidat? On est en train de réfléchir au sein du parti à ce qu'on veut porter. Il y a un consensus sur notre programme. Je veux dire, dans le passé, Écolo s'est déchiré sur ses idées, ce qu'il voulait représenter. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut un changement de personne? Il faudra probablement changer les personnes, pour incarner le projet. Et donc, je vous repose la question, est-ce que vous serez candidat? Je n'en sais encore rien. Benoît Linx, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Bon après-midi sur Télé Bruxelles.